Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Vous savez, la coopération entre la Chine et l'Afrique se développe d'une façon rapide. Et surtout, dans le cadre de une route et une ceinture, la route et la ceinture, ce développement a atteint un niveau jamais connu dans l'histoire. Les investissements chinois s'intensifient sur le continent. Mais en même temps, on a découvert que dans les pays développés, surtout dans les médias, il y a des critiques qui viennent. Par exemple, je cite quelques exemples des médias d'un pays, je ne cite pas le nom, alors, dont le titre est « Comment les Chinois mènent la conquête de l'Afrique ?» publié par les Échos. Afrique-Chine, les investissements chinois plus surveillés, publié par Le Point. La Chine cède plus que n'aide l'Afrique en lui accordant des milliards de dollars, publié par Le Monde. L'Afrique sera-t-elle en passe de devenir une colonie chinoise, publié par France Info. Vous voyez, apparemment, les critiques sont sévères. Surtout, certains disent que c'est à cause des investissements chinois, cela mène une corruption en Afrique, une corruption même généralisée. Pour répondre à ces critiques, aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir deux invités exceptionnels. Alors, à mon côté, c'est Monsieur Megaré Bougaba. Megaré Bougaba, vous êtes un ingénieur algérien, vous connaissez bien la Chine, vous connaissez bien sûr, l'Afrique. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, notre expert, politologue et économiste, Ting Yifan, qui voyage beaucoup dans le monde entier, en Afrique aussi, il connaît bien aussi la situation. Bon. Alors, ma première question est à Ting Yifan. Alors, quelle est la situation actuelle entre les relations coopératives entre la Chine et l'Afrique? En fait, oui, depuis une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, et la Chine à l'Afrique a créé des mécanismes de coopération institutionnelle. Il y a un sommet Chine-Afrique tous les ans. Et d'ailleurs, c'est les pays, presque tous les pays africains, oui, sauf un ou deux. C'est ça, la grande totalité, presque la totalité des pays africains sont membres de ce dialogue. Mais à part ça aussi, il y a l'assistance de la Chine à l'unification de l'Afrique. C'est-à-dire, la Chine assiste beaucoup les actions de l'Union africaine en Afrique. Dans d'autres domaines, la Chine assiste aussi quelquefois les actions à l'époque de la Ligue arabe. Il y a aussi de tout cela. Si on regarde les coopérations, des projets de coopération, l'investissement chinois en Afrique, c'est en croissance exceptionnelle. Bien sûr, en termes d'investissement total, accumulé, la Chine est loin derrière les puissances européennes, par exemple, parce que les Européennes étaient ce qu'on appelle des puissances métropolitaines, coloniales de ces pays africains, donc ils ont investi depuis plus d'un siècle en Afrique, donc ça fait... Ils ont désinvesti. Ils ont désinvesti aussi. Ils n'ont pas investi, ils ont désinvesti, ils ont pris toutes les richesses. C'est ça. Donc, et ils continuent à les prendre. C'est pour cela que la propriété des pays européens en Afrique dépasse de loin l'investissement chinois. Oui, malgré la décolonisation, ils estiment qu'ils sont toujours propriétaires de l'Afrique. Donc la Chine, elle vient jouer le trouble fait. Oui, mais si on regarde aussi le volume de l'investissement chinois depuis ces 10 dernières années, c'est en croissance exponentielle. Ça va très très vite. La Chine, année par année, l'investissement chinois a dépassé tous les autres. La Chine est le premier investisseur en Afrique depuis au moins 5 ans. Au moins 5 ans, le premier investisseur de l'Afrique. Alors, Monsieur Bougaba,
vous avez dit tout à l'heure, la Chine est un trouble fait en Afrique. Bon. Ah non, je n'ai pas dit ça. Il considère ça. Il considère ça, voilà. Alors, ce trouble fait, pour vous, il a un avenir formidable dans la coopération sino-africaine, c'est ça? Vous savez, l'Afrique, à la fin de la colonisation dans les années 60, est restée complètement vide, appauvrie, où il n'y a rien. Donc tout est à faire et tout est à construire. Donc elle est là, elle demande à qui peut l'aider à faire ce genre de choses. Ce ne sont certainement pas les pays européens, parce qu'ils ont une façon, ils ont un paradigme d'investissement qui est gagnant-perdant. Donc, alors que le nouveau paradigme voulu par l'Afrique, c'est gagnant-gagnant. La Chine se positionne mieux dans ce paradigme de gagnant-gagnant, d'une part, et puis d'autre part, c'est que 72% des produits manufacturés dans le monde sont fabriqués en Chine. Donc, à la fin, on n'a pas beaucoup le choix aussi. Hein. Et si en plus on veut des produits pas trop chers, bah, c'est encore en Chine qu'il faut aller les chercher. Voilà. Donc maintenant, pour votre première question concernant la corruption généralisée, ben là, c'est des points de vue, les points de vue peuvent diverger. D'abord, qu'est-ce que c'est que la corruption? On doit la définir. Oui, alors... Parce que sur un plan purement académique, parce que quand on parle de corruption, on va tout de suite parler avec émotion, la colère, c'est pas bien, c'est pas moral. Moi, je mets tout ça de côté et je vais en parler de manière scientifique et académique. Qu'est-ce qui fait la corruption? Et quels sont les résultats de la corruption? De toute façon, dans notre culture et dans notre religion, la corruption est un péché majeur. Est un péché majeur. Est un péché majeur. À tel point que le prophète de l'islam a dit que le corrompu et le corrupteur et celui qui se trouve entre eux iront en enfer. C'est-à-dire, c'est le maximum de la sanction. Donc c'est un péché majeur et mortel. Donc sur ce plan-là, on est tous d'accord que la corruption est la source de tous les maux d'une société. Et dans une société où il y a de la corruption, forcément l'économie ne peut pas aller bien. Et rien ne peut aller dans le bon sens dans un pays où il y a la corruption. Maintenant, qu'est-ce qui la provoque? Qu'est-ce qui la provoque? La corruption en Afrique. Qu'est-ce qui la provoque? C'est les Chinois qui... Ah non, non, si elle existe, moi je pense qu'elle existe, c'est sûr qu'elle existe. Parce qu'une chose, quand il y a la possibilité d'exister, elle existe. On part d'un point de vue scientifique. Quand quelque chose est possible, elle doit exister. Donc il faut la rendre impossible. Et pour la rendre impossible, il faut mettre en place des lois et des mécanismes de relations économiques et de relations commerciales transparentes. À partir du moment où on a la transparence, les raisons et les causes vont disparaître. Oui, du côté chinois, je crois, la Chine a voté plusieurs lois contre la corruption. Non seulement nous avons un système judiciaire contre la corruption, nous avons créé des mécanismes pour se prévenir contre la corruption. En Chine, il y a 3 ans, nous avons créé une commission nationale de supervision, dont l'objectif est seulement de garder un œil sur le comportement des officiers, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. En fait, la corruption arrive quelquefois dans une société, dans tous les domaines, mais généralement la corruption se passe entre le monde des affaires et le monde politique, c'est-à-dire la machine étatique. Les décideurs. Les décideurs. Parce que ce sont les décideurs qui peuvent donner des faveurs, moyennant un pot de vin, etc. Et c'est ça. Non, c'est un passage entre... c'est un jeu, non, mais c'est un passage
entre le pouvoir public et le monde des affaires. C'est souvent ça. Donc l'important pour arrêter ce problème de corruption en Chine, nous avons décidé de superviser les actions des fonctionnaires. Donc la Commission nationale de supervision sert à suivre en détail les actions, le compte, etc. des hauts fonctionnaires. Donc sur ce point, la Chine, l'Afrique, on est d'accord. Non, on est d'accord, mais sur les mécanismes, bien sûr, la surveillance et la supervision sont importantes, mais elles ne sont pas suffisantes, parce que plus on met de contrôle, et plus on augmente la corruption. Parce que les points de contrôle deviennent des points de passage obligés qui sont également tentés de percevoir quelque chose. Plus vous mettez de barrages et plus il y aura la corruption. Par contre, si vous instituez un système où il n'y a pas d'argent qui traîne, il n'y aura pas de voleurs. Qu'est-ce qui définit qu'il va y avoir des voleurs ou pas? C'est s'il y a quelque chose à voler. Mais s'il n'y a rien à voler, il n'y a pas de voleurs. C'est comme les lâches et les braves. Alors, quelle est la situation actuelle en Afrique? En Afrique, ça dépend de la coopération entre Chine et moi, je pense que dans chaque pays, la situation est différente. Mais tout le monde a pris conscience que ce problème de corruption n'est pas propre à la Chine. Attention, il ne faut pas généraliser. Les plus grands dossiers de corruption sont également avec le monde occidental. Oui. Et les corrompus, ils vont cacher leur argent dans les banques. Oui, dans les banques. Dans les banques occidentales. Je ne pense pas qu'ils ramènent leur argent en Chine. Non. Notamment à cause de cette supervision. Moi, je pense que les choses vont s'acheminer, et c'est là, et c'est mon point de vue, vers la mise en place de textes de régulation des marchés publics. Parce qu'en fait, c'est les marchés publics qui sont la cause de beaucoup de corruption. De beaucoup de corruption. C'est rare qu'on sait dans le domaine privé. Où ça peut être très minime, mais c'est dans les grands chantiers, les grands travaux, les grands projets, les grandes opportunités. Donc c'est des commandes de l'État qui peuvent engendrer des problèmes de corruption ou de décisions arbitraires qui vont fausser tout le jeu de la concurrence et bien entendu la réalisation des projets ne sera pas faite avec la qualité voulue. De même que les coûts vont multiplier, vont augmenter de manière considérable. Pour revenir à la Chine, je crois que la Chine a l'une des réglementations les plus sévères en matière de corruption, puisque la condamnation à mort est exécutée. C'est l'un des rares pays, à mon avis, ou le seul au monde, où quelqu'un qui est convaincu de corruption est directement c'est exécuté. C'est très critiqué aussi par les pays occidentaux. C'est des points de vue. On peut accepter ou ne pas accepter la condamnation à mort, surtout avec le risque d'erreur. Voilà. Mais sinon, je veux dire que la Chine a mis tous les moyens légaux contre la corruption. Mais je vous dis, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une action parallèle. Donc, la transparence et la réglementation pour éviter les points il faut les identifier, les points de corruption. Et de l'autre côté, la justice doit faire son travail. Comme les grands travaux souvent sont faits par la Chine, donc vous pensez que la Chine est réellement la source de corruption? Ah non, c'est pas la source. S'il y a corruption, c'est la conséquence. C'est pas la source. C'est la conséquence d'une situation où les règles commerciales ne sont pas claires, où la volonté politique peut influencer sur la décision commerciale à la fin. Donc la coopération entre la Chine et l'Afrique risque d'être, affectée par cette corruption? Oui, après ce que vous avez lu comme article, ça uniquement dans la presse française, oui, si on continue ce battage médiatique, ça risque d'avoir un ralentissement, voire des hésitations. Mais je pense que maintenant, la Chine et les pays africains, ou tous les pays avec lesquels elle commerce,
doivent discuter des règles très scientifiques à mettre en place pour éviter complètement toute tentative ou toute tentation de corruption. Et puis il faut la définir, la corruption c'est quoi? C'est quoi pour le politique et c'est quoi pour l'entrepreneur? Parce que la Chine, ce n'est pas le gouvernement qui prend des projets. Ce sont des sociétés qui ont un caractère commercial. Soit elles sont dans la construction, soit dans la télécommunication, soit dans les routes, etc. Donc la corruption, elle peut être contrôlée si les deux gouvernements s'entendent et mettent en place une charte de transparence dans les transactions, dans les relations économiques, commerciales, du type toujours gagnant-gagnant. Donc c'est très risqué alors le développement. Oui, que voyez-vous le développement, la coopération? En fait, l'investissement à l'étranger, c'est toujours source de toutes sortes de soupçons. Il y a ça, mais il y a aussi une espèce de concurrence entre les sociétés de différents pays sur un marché national. Je me souviens qu'à l'époque, la dispute sur la corruption était aussi la dispute entre la France et les États-Unis au Moyen-Orient et en Afrique. Au Moyen-Orient, la France, par exemple, une industrie française a été accusée d'avoir commis des corruptions à l'égard des pays africains pour avoir des marchés. Alors que les marchés étaient, et les Américains disent que les Américains avaient l'avantage de ces marchés. Du coup, des entreprises ou des industriels français ont été accusés par la loi américaine, par les moyens, etc. Il ne faut pas oublier que Dassault était toujours sur la liste d'attraction des Américains. Et là aussi, Dassault a été accusé de corruption, etc. Mais jamais prouvé. Mais il y a ce genre de choses. De même que la Chine, il ne faut pas oublier que les Chinois ou les entreprises chinoises en Afrique sont les seules. Les entreprises chinoises en Afrique sont en concurrence aussi avec des entreprises occidentales. Et donc l'accusation n'est pas toujours prouvée. Mais l'accusation de corruption pourrait être un instrument pour dissuader le public d'acheter chinois ou d'avoir le contrat chinois. Ça aussi, ça arrive. Donc je n'ai pas sûr. Il y a ce genre de choses, ça arrive souvent dans l'histoire, c'est arrivé entre les entreprises françaises et américaines, déjà entre les Européens et les Américains, il y avait ce genre d'histoire, et entre les entreprises chinoises aujourd'hui et les entreprises occidentales, il peut y avoir ce genre de choses. Donc, développer une coopération sino-africaine est très risqué alors? Non, parce que ça crée beaucoup d'avantages tout de même. Il y a un problème de l'opinion. De l'opinion dans les pays occidentaux, mais il y a aussi le problème de l'opinion dans les pays récipients de l'investissement chinois en Afrique, par exemple. La réaction n'est pas les mêmes. Bien sûr, les pays occidentaux ont une influence encore très importante parce que, comme vous dites, les puissances coloniales ont une influence culturelle, quelquefois culturelle, de l'opinion publique, etc., dans les anciennes colonies. Ils ont ça, ils ont un avantage de langue, par exemple. Un avantage de langue, l'avantage de liaison personnelle, de connectivité personnelle, etc. Donc ça aussi c'est un avantage. Mais par rapport à la Chine, c'est parce que ces anciennes puissances coloniales n'ont plus les moyens de faire les choses. C'est surtout ça. Ils n'ont plus les moyens de faire les choses. Ils n'ont plus les moyens d'investir dans les grands travaux, par exemple. En Afrique, les grands travaux sont assumés par les entreprises chinoises. Donc ils accusent la Chine, ils accusent la Chine de la corruption. Il leur reste les moyens de crier. Mais de l'autre côté, est-ce que ça existe aussi, comme Teng Fan a affirmé tout à l'heure, il y a des cas de corruption entre les coopérations entre les pays africains et les pays développés, leurs anciens maîtres? C'est sûr.
là où il y a de l'argent, il y a de la corruption. Ça, c'est une règle économique. Si on ne fait pas de loi suffisamment transparente, là où il y a l'argent... Vous avez des exemples? Je ne voudrais pas citer d'exemples. Mais en fait, oui, en Afrique, il y a, oui, en fait, je dirais que systématiquement, dans le passé, même au temps de la guerre froide, il y a plusieurs chefs d'État ou de gouvernement qui avaient une réputation de dictateurs et de soutenus par les pays occidentaux. Tout à fait. Beaucoup. Tout à fait. Et aussi le problème de corruption était partout, était très répandu à ce moment-là parce que le régime était... Parce que la conscience des peuples aussi, qui n'était pas suffisamment développée, oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique est restée analphabète pendant très longtemps. Oui. Et d'ailleurs, là, je viens de vous rejoindre, parce que je viens de sortir d'une conférence mondiale sur l'alphabétisation et la culture scientifique. Et on a démontré qu'un peuple qui est alphabétisé scientifiquement et techniquement est immunisé contre beaucoup de maux sociaux, notamment la corruption, parce qu'il prend conscience de son environnement social et économique, et il est à mieux placé pour défendre ses intérêts. Pour les pays africains, pour vous, alors, vous avez plus de volonté de vous développer avec les pays occidentaux ou avec la Chine, puisque la Chine a les moyens, mais risque... Vous savez, je vais encore vous citer, sans trop insister, toujours dans notre culture et dans notre religion. Alors le prophète a dit, allez chercher la science même en Chine. Il a dit clairement ça. Allez chercher la science. Allez chercher la science, même si c'est en Chine. Même si c'est en Chine. Ça veut dire, à l'époque, c'était en Chine. C'était le 7e siècle. Donc, ça veut dire que, bon, on est venu chercher la science, la technologie, l'économie. Bah, si maintenant il y a quelqu'un qui peut offrir mieux, moi, je ne suis pas chauvin de la Chine. Hein? Si un autre pays peut offrir les mêmes conditions, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, comme dit M. Ding, il n'y en a plus. Donc, quand on sait que 72% des produits manufacturés le sont en Chine, qu'ils soient de bonne ou de mauvaise qualité, ils sont tous faits en Chine. Maintenant, c'est à vous de décider ce que vous achetez, si c'est bon ou c'est pas bon. D'ailleurs, dans ce cadre-là, un petit peu pour clarifier les idées et donner plus de transparence, nous avons pris en Algérie l'initiative, donc nous avons lancé un journal économique qui s'appelle Économie actuelle, et dans lequel nous avons implémenté une rubrique qui s'appelle la lettre de Chine. La lettre de Chine. La lettre de Chine. Vous avez une volonté. Voilà, il y a cette volonté d'expliquer aux gens ce que c'est la Chine. Et d'ailleurs, le premier article qu'on a traité, c'est un article qui ressemble énormément à la situation de nos pays. En Chine, en 1900, la Chine était en guerre civile, elle était sous occupation de 9 puissances occidentales. Dans la France. Dans la France, dans l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique, le Portugal, tout le monde est venu prendre... D'ailleurs, vous voyez un petit peu cette photo où la Chine est découpée comme un gâteau. Et puis entre eux, ça se passe pas bien aussi, hein, parce qu'ils se regardent. Ils s'entretuent aussi. Et c'est la situation actuelle en Algérie? Non, en Afrique, j'ai dit. En Afrique, oui. Toute l'Afrique. L'Algérie est peut-être un petit peu plus avancée, mais nous avons aussi ce problème de drogue. L'opium, chaque jour, la douane, les services de gendarmerie arrêtent des dizaines et des dizaines de kilos de drogue. Ça veut dire que la drogue est un moyen de gagner de l'argent pour certains, mais pour d'autres, pour enfoncer le peuple dans la misère et dans l'inconscience. Donc, en publiant ce premier article qui s'appelle « La lune de fiel »,
nous avons voulu adresser un message au peuple d'Afrique que rien n'est perdu. L'espoir existe. La Chine en 1900 était foutue. Oui, complètement. Aujourd'hui, c'est la première puissance économique mondiale. Deuxième. Ça dépend des années. Ça dépend des mesures. Ça dépend de si on prend le centimètre ou le inch. Non, c'est ça. Si on prend la mesure de parité de pouvoir d'achat, la Chine est devenue la première économie à partir de 2014. Selon le taux d'échange de dollars, c'est la deuxième. Voilà. Oui. Bon. Donc, l'espoir existe. Il faut travailler, il faut lutter, il faut mettre en place des conditions de transparence pour éviter la corruption et la déperdition des moyens. Et l'espoir est complètement acquis pour l'Afrique. Et quelles seront probablement des réactions des anciennes colonies, des pays développés qui ont un plan qui se développe déjà très très longtemps en Afrique, les pays européens. Ils ont deux choix. Ils ont deux choix. Soit ils jouent le jeu, et c'est bien pour eux aussi. C'est bien pour tout le monde. Ou bien ils ne jouent pas le jeu, et là ils vont perdre plus. Bon, c'est clair. Bon, j'espère que les pays auront une vision plus... L'intelligence de penser gagnant-gagnant. Voilà, ok. Bon, merci beaucoup à M. Bougaba. Merci aussi à Tengi Pham. Merci pour ces éclairages. Merci beaucoup. Merci pour votre fidélité et merci pour votre patience aussi. Et à la prochaine.